Le fils de Dominique Moulinas est le seul mineur à être condamné en France à perpétuité pour le viol aggravé et le meurtre de la jeune Agnès, âgée de 13 ans et demi, en novembre 2011. Mathieu était récidiviste et cette tragédie devait révéler en France un grave dysfonctionnement de la justice pour mineurs et de lourdes défaillances dans les expertises psychiatriques. Le père et la mère de Mathieu ont donc voulu raconter l'irracontable. Comment peut-on continuer à aimer son enfant, même lorsqu'il est devenu monstrueux? Mathieu n'avait que 17 ans lorsqu'il a violé, poignardé, puis brûlé sa victime. Mathieu, déjà une première fois, a violé une camarade d'enfance. Hein. Et puis une seconde fois, Mathieu a violé, tué et brûlé le corps d'une enfant. Et comment on fait lorsqu'on est père pour prononcer cette phrase-là? Se dire « je suis le père d'un tueur ». Mais on se met face à la réalité. Mathieu est un tueur. Il n'a jamais été question pour nous de nier quoi que ce soit dans ce que Mathieu fait. Vous dites pendant 5 ans, nous sommes enterrés vivants. Il y a Agnès, qui elle est enterrée morte, sa victime. Mais notre enterrement vivant, c'était aussi pour finalement accepter et supporter la mort d'Agnès. Parce que on est aussi les parents de filles, dont une à l'âge d'Agnès, et on la voit grandir, s'épanouir, et c'est vrai qu'on a toujours en tête en se disant Agnès ne le fera pas. Quoi. Votre femme prie pour Agnès. Oui. Oui, je dis souvent que Sophie a la chance d'être croyante, et effectivement, elle prie pour Agnès. On va essayer de raconter votre histoire. Elle démarre comme une histoire d'une famille qui s'aime. Et Mathieu, oui, a toujours été un enfant attachant, qui nous a rendus fiers pendant des années. C'est un enfant tendre, aimant. Oui, aimant, je crois que je peux dire qu'il nous aime, qu'il adore ses sœurs. Il y a eu donc le premier viol de Julie. Il avait quel âge? Il avait 16 ans. Elle avait quel âge? Je crois qu'elle a 1 an de moins. Elle avait 15 ans. Une copine du village. Une copine du village qu'il connaissait depuis l'école primaire. Donc ce jour-là, votre monde s'écroule. Ouais. On n'était absolument pas préparés, mais qui peut être préparé à une telle horreur, quoi. Et oui, notre monde s'écroule. J'imagine que la première question qu'on pose à son fils, c'est pourquoi tu as fait ça? Ouais. Il nous répond dans un petit parloir d'une maison d'arrêt d'Avignon, je sais pas, papa, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas d'explication, je ne sais pas. Donc Mathieu va partir en prison, peu de temps. Mais très rapidement, Mathieu a été incarcéré le 2 août. Les éducateurs, fin août, nous disaient bougez-vous pour le faire sortir de là, quoi. Mathieu n'a pas sa place en prison. On attend les expertises psychologiques, psychiatriques. Mathieu rencontre un psychiatre à la prison et personne ne voit en Mathieu, ni dans les actes qu'il a commis, ne voit rien qui empêcherait la mise en place d'un projet pour le faire sortir. Et comment on explique ce viol à ce moment-là? Mathieu évoque, y compris auprès de nous, une prise de stupéfiants, de cannabis. Il évoque même une sorte de scénario qu'il n'est pas arrivé à interrompre. Le psychiatre vous dit qu'il y a un lien entre les films qu'il regarde et la drogue qu'il prend. Oui. C'est surtout les jeux vidéo qu'il met en avant. Le docteur Aiguevive, il est formel. Il me dit supprimez les jeux vidéo, supprimez tout produit stupéfiant, et votre fils, il est réinsérable. Enfin, moi, je l'interprète, voilà, il est sauvé, quoi, vous voyez. Et vous avez trouvé un collège-lycée du Cévenol, au Chambon, qui accepte de scolariser Mathieu. Ouais. Et qui connaissent ses antécédents judiciaires. Qui connaissent ses antécédents judiciaires. J'ai un entretien avec le proviseur et j'évoque une agression sexuelle auprès d'une mineure que Mathieu connaissait depuis longtemps. Je livre tout ce que j'ai en main, c'est-à-dire les stupéfiants, l'alcool, voilà. On va vous le reprocher plus tard, mais vous savez dans ce lycée qu'il y a des jeunes filles. Est-ce qu'à un moment, en tant que parent, vous vous dites on prend des risques? Non, moi je n'ai pas ça, non. Votre femme? Ma femme plus, parce que Sophie est quand même, par nature, beaucoup plus angoissée que moi. Et puis moi, je m'accroche à ce que j'imagine des spécialistes de renom. Voilà, on a pour nous l'expertise du docteur Aiguevive. On a Mathieu qui rencontre un psychiatre en prison et qui lui dit mais ça va, t'y as rien, quoi, tu as déliré. Je m'accroche à ça en me disant... on a une explication de ce que Mathieu a fait. Et le malheur, c'est qu'on se plante. Le malheur arrive 1 an et 4 mois plus tard. Ouais. Le malheur
Le malheur absolu, quoi. C'est une tragédie absolue. La jeune fille est criblée de coups de couteau. Le légiste évoque 17 coups de couteau, mais il dit aussi qu'il pourrait y en avoir plus. Et l'horreur. L'horreur. Vous êtes à nouveau confronté à Mathieu. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Ben, Mathieu, au début, je l'ai vu, il était encore à la gendarmerie. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Bah, attends. Il me dit laisse-moi tomber. Les filles ont plus besoin de toi que moi, quoi. Donc, ouais, j'ai le souvenir qu'il me repousse, vous voyez. Là, moi, je prends conscience que j'ai plus un enfant, quoi. J'ai un grave malade face à moi, quoi. Et c'est pour ça que je m'accroche en lui disant mais ça va pas, quoi. La presse emploie le mot de monstre. Est-ce que vous l'employez à un moment à l'égard de votre fils? Mais jamais, c'est ça qui est difficile aussi pour nous. C'est le monstre, s'il existe, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Mathieu a toujours été un enfant, un ado, j'allais vous dire, comme tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez voulu vous confronter à sa monstruosité? Est-ce que vous avez voulu savoir ce qu'il avait fait? Oui. Savoir, comprendre, oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, à vous, le père? Mathieu n'évoque pas avec moi, c'est les filles. Hein. Ça, je n'y arrive pas. Hein. Et Mathieu va, à partir de ce moment-là, se comporter de façon monstrueuse. À savoir qu'il va dire, si demain on me libère, je recommence dans l'heure, personne n'empêchera de flinguer la terre entière. Pour nous, ses parents, ils tombent dans le délire, quoi. C'est la preuve que Mathieu n'est pas parmi nous, quoi. Aucune compassion, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ses victimes. Il ne ressent absolument rien par rapport à ses victimes. Mathieu, pendant les procès, avait, surtout sur le premier procès, au Puy-en-Velay, Mathieu avait un comportement qui était indécent, c'était la honte suprême pour ses deux parents, quoi. Voilà, Mathieu bâillait alors qu'on était en train de projeter des images qui étaient, pour tout un chacun, insoutenables, quoi. Mais il n'est pas dans la provocation, hein. Il est dans un monde où nous ne sommes pas. Vous racontez que des gendarmes sont mis à pleurer tellement c'était atroce son indifférence. Ouais. C'est un gendarme, oui, gradé, etc., qui évoque lors des entretiens qu'il a eus avec Mathieu, ce gradé a eu peur, vous voyez, peur. Et quand on est parent et qu'on voit l'enfant qu'on a fait devenir ce monstre-là en salle d'assises, comment on fait? Alors, je conçois que ça peut être difficile à entendre, mais je me dis, on se dit avec Sophie, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide, ce gamin a encore besoin de nous. Et jamais il ne vous a dégoûté, jamais vous avez eu besoin de le rejeter. Non. On sentait bien que la France entière le haïssait, quoi. Et par réaction, on s'est dit, s'il n'y a plus que 2 personnes qui l'aimeront, ça sera ses parents, ça sera ses sœurs. Mais nous, on s'est accroché à l'amour que l'on a. Ce qui le rend haïssable, c'est cette incapacité à être ému, à être coupable, à ressentir de la compassion, au contraire de l'assumer, et presque de le revendiquer. Mais ça le rend haïssable, mais à partir du moment où on oublie qu'il est malade. Mathieu arrive à avoir de la compassion sur un chat, mais pas sur Agnès ni sur Julie, quoi. Il lui arrive de pleurer, par exemple? Très rarement. J'imagine que lorsqu'on est parent, on se sent évidemment extrêmement coupable. Et évidemment qu'on est coupable, on se sent coupable déjà de ne rien avoir vu. Et on est, enfin pour moi, hein, d'autant plus coupable que j'ai toujours revendiqué d'être proche de mon fils, vous voyez. J'ai une relation forte avec Mathieu. Toujours? Oui, toujours. Et en étant si proche de lui et si complice avec lui, ne rien avoir vu, pas... Et vous, le père, vous ne voyez que l'enfant. Vous ne voyez jamais sa part monstrueuse. Non. C'est aussi une façon pour moi de me protéger. Hein. Est-ce que vous avez demandé à Mathieu qu'il demande pardon? Oui. Mais là, Mathieu, de suite, se retranche en disant « Mais pardon de quoi ?» Vous voyez, Et lorsque vous le lancez d'avoir tué, violé, brûlé, il répond quoi? Il répond pas. On est 3/4 d'heure par semaine, sa petite fenêtre sur le monde, quoi. Donc, plusieurs reprises, il nous a dit venez me voir pour continuer à me faire rêver, quoi. Mais pas pour me soigner, vous n'y arriverez pas. Mathieu, aujourd'hui, réclame à être enfermé. Hein. Et dans le peu d'occasions... C'est-à-dire, il demande à rester en prison? Oui.
Oui, oui. Mathieu, à 22 ans aujourd'hui, ne se projette pas libre. Et d'ailleurs, il prévient que s'il sort libre, il recommence. Ouais, Pour être enfermé à perpétuité. ouais. Il a quel âge, Mathieu, aujourd'hui? 22 ans. Avec les remises de peine, vous pensez qu'il sortira quand? On n'a aucune idée. Vers 40, 50 ans? J'en sais rien, puisque Mathieu est l'unique condamné à perpétuité coupable. Coupable. Donc aujourd'hui, on n'en est pas à se demander quand est-ce que Mathieu sortira. Vous écrivez une phrase terrible. En le condamnant à perpétuité, c'est une peine qui ne protège personne de Mathieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perpétuité en France, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'un jour, Mathieu sera dehors. Et lui et nous n'avons qu'une seule volonté, c'est que quand il soit dehors, il soit Soigné. 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 Empêché de, vous voyez, c'était pas... Dans les procès, on a certainement été mal compris. Notre volonté de faire reconnaître Mathieu comme un malade, c'était aussi dans le but de prévenir toute forme de récidive possible, quoi. Mathieu est soigné aujourd'hui? Oui, Mathieu est soigné, Mathieu suit des thérapies, Mathieu prend un traitement. Il a des bouffées délirantes encore? Ouais, il a des hauts, il a des bas. Il a... Vous dites dans le livre qu'il dort sous son lit? Sous son lit, Mathieu par moments se sent menacé, Mathieu par moments réclame à être à l'isolement. Mathieu va mal. Et lui qui n'éprouve pas d'émotion, est-ce qu'il est au moins ému de savoir qu'il vous a pourri votre vie à jamais? Oui, il a énormément de peine pour nous. Vous voyez, pour nous, pour la souffrance qu'il nous a infligée, mais il n'est pas capable de ressentir la moindre émotion pour ses victimes. Depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus terrible? La vie est terrible hein, depuis 5 ans. La vie est terrible. Notre vie est terrible et toujours avec cette forme de honte en se disant mais est-ce qu'on a le droit de dire que notre vie est terrible en sachant que d'autres, les parents d'Agnès, vivent sans leur fille, quoi. Vous voyez, c'est... Et est-ce que lorsqu'on est parent d'un monstre, on est regardé comme un monstre, comme monstrueux? On a toujours ce sentiment-là, ouais. Être regardé comme les responsables de cette monstruosité. Mathieu évoque en disant, voilà, c'est en moi, c'est en moi, mais arrêtez de chercher, quoi. Arrêtez de chercher, c'est pas vous. C'est quoi qui est en lui? Le mal. Vous avez choisi tous les deux comme titre « Parents à perpétuité ». Ça veut dire? Ça veut dire que pour toujours, nous sommes les parents. Pour toujours, on sera les parents de Mathieu.